on a voulu commencer par travailler avec vous sur la compréhension de l'écrit et la lecture. On a appelé ça lire en anglais parce que la compréhension de l'écrit, c'est un objectif de prof, mais ce n'est pas un objectif d'élève. On est d'accord, eux, ça ne les intéresse pas à la base. Et on a quand même, effectivement, on rencontre des élèves qui nous disent qu'ils n'aiment pas lire. J'avais entendu un professeur de littérature de Oxford University, je crois, qui disait que on ne peut pas dire qu'on n'aime pas lire. Si on pense qu'on n'aime pas lire, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le livre qui va nous faire aimer. Et je pense qu'il y a de ça un peu. Alors, on sait que l'exposition aux pages, au papier, elle est challengée par, mise en difficulté par l'existence des écrans de toutes sortes, avec des activités qui sont immédiatement moins demandeuses de concentration. Mais ce qui joue quand même beaucoup pour nous, qui est un avantage, c'est que les élèves n'ont jamais été aussi exposés à de l'anglais écrit qu'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, ils sont capables de suivre, au sens follow, des anglophones qui postent en anglais. Et ils vont, alors soit ils ne comprennent pas, soit ils comprennent un petit peu, mais en tout cas, ils voient de l'anglais écrit. Et ça, c'est quand même une dimension qui est très importante et qui a beaucoup changé et qui, je pense, change quand même leur relation au texte écrit. Et alors, nous, on ne va pas forcément leur faire lire, on peut leur montrer des tweets, mais on va essayer de les amener vers autre chose. Je pense qu'il faut toujours revenir à pourquoi est-ce qu'on lit. Nous, comme on disait tout à l'heure, on lit pour se documenter ou pour le plaisir. Donc, quand on lit, on veut quand même lire beaucoup pour le plaisir. On veut être effrayé, surpris, touché, séduit, étonné, etc. Du coup, il y a deux choses qui sont primordiales, je pense. C'est d'une part le choix du support. On ne peut pas partir du principe qu'ils auront tous envie de lire ce que nous, on a adoré à l'université. Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens linguistiques. Et s'ils n'ont pas les moyens linguistiques, la difficulté immédiate, elle va rendre difficile le plaisir. Or, c'est difficile parfois de savoir ce qui est abordable pour eux, alors qu'il existe aujourd'hui une littérature qui est faite pour eux, qui s'appelle même plus teen fiction, mais young adult fiction, ce qui veut dire qu'on les prend pour ce qu'ils sont, des jeunes adultes, et qu'on écrit pour qu'ils se sentent de jeunes adultes. Cette littérature-là, elle est incroyablement riche, elle est très belle. Vous allez trouver des œuvres extraordinaires et parfaitement bien écrites. Et donc, il y a le choix du support qui prime. Après, en parallèle, il y a évidemment les conditions qu'on va créer pour leur donner envie de lire. Si on veut qu'ils aient envie de découvrir un texte, il faut avoir fait émerger l'envie, donc susciter le désir, donc créer ce qu'on appelle, vous savez bien, en didactique, du déficit informationnel. Mais voilà, leur donner envie de les voir si finalement ils avaient raison. Donc ça passe beaucoup par l'anticipation, comme vous devez le faire. On va vous montrer un exemple et vous allez peut-être trouver bizarre qu'on ait choisi justement un texte qui se prête à la lecture de textes longs. Mais en fait, la lecture de textes longs, j'appelle ça comme ça quand ça dépasse, on va dire, une demi-page et que vous envisagez de montrer alors soit un long passage d'affilée sans coupe, soit des différents extraits de la même œuvre. Et vous pouvez le faire, évidemment, sur une période plus ou moins longue, avec ou non des pauses entre les deux. Il y en a qui ont testé ça en classe ou pas, la lecture de textes longs? D'accord, ça tombe bien, parce que c'est ça dont on m'a parlé. Alors, je vais vous montrer, en fait, on a des flash reading. On a des chapitres dans les manuels qui s'appellent des chapitres flash parce qu'ils sont plus courts. Et on en a en cycle 4. Dans chaque manuel, on a des flashs consacrés à la lecture où il n'y a que le texte, habillé, mais que le texte, et des
des tâches à accomplir par rapport au texte, mais généralement des choses relativement motivantes. L'avantage du texte long, c'est qu'on permet à l'élève de rentrer dans une œuvre. C'est super difficile de ne se voir proposer que des textes courts où le narrateur change tout le temps, la nature du texte change tout le temps, la voix narrative est différente, le temps de narration change aussi, les personnages ne sont plus les mêmes. Donc, on fait ça parce qu'on se dit parfois, bon, d'abord, il faut qu'ils aient une pluralité d'exemples, et ça, c'est important, mais aussi, on se dit, si le texte est long, ça va leur faire peur. Sauf que des fois, c'est une aide que ce soit long. Parce que si on n'a pas compris une partie, on va continuer à lire, et peut-être qu'en lisant le reste, on va mieux comprendre ce qu'il y avait au début. Alors, eux, s'ils voient un texte long, peut-être qu'ils vont vous dire, ils vont avoir l'air étonnés ou penser que c'est impossible. Mais on va créer les conditions pour qu'ils puissent le faire, avec l'anticipation, en créant du suspense, mais aussi ensuite en leur donnant des supports qui sont abordables justement et qui rendent possible la lecture cursive. Il va de soi que si vous leur donnez un texte trop difficile et qui bute tout le temps sur les mots, ils ne peuvent pas rentrer dans la lecture, au sens propre du terme. Quand ils ont un texte long, qui n'est pas trop difficile, eh ben, ils vont finalement accepter de faire ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est-à-dire ignorer ce qu'ils ne comprennent pas pour continuer à lire en se disant, bon, bah, on va voir, peut-être que ça va venir. D'accord ? Donc, on a un chapitre flash qui est consacré à ce roman de David Levithan qui s'appelle Everyday. Vous le connaissez? Vous l'avez utilisé? Bah, c'est parfait, alors, on est content. Et Anthony, du coup, tu seras mis à contribution par la suite pour nous dire comment ce qu'il en est advenu. Tant mieux, c'est très bien. Donc ça, c'est la page d'ouverture du chapitre. Et il y a d'ailleurs une flash interview qu'on vous fera écouter tout à l'heure. On a 3 pages de texte et un mini-projet à la fin, qui est du creative writing. Le roman commence comme ça. Ça, c'est les 2 premiers mots qu'on trouve quand on ouvre le roman. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est justement la manière dont j'ai procédé pour, à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois que je l'exploite, je fais cette anticipation. Je leur montre ceci. Donc, ils me disent, alors ils me disent un journal ou quelqu'un qui est en prison, ce qui est très intéressant quand vous aurez lu le roman. Donc voilà, ils essayent, ils tâtonnent un peu. Ensuite, je leur projette ça, qui est la première phrase. Donc là, ils continuent à émettre des hypothèses qui corrigent un petit peu, qui corrigent ou pas ce qu'il y a eu avant. Donc les hypothèses, évidemment, je les consigne sur le côté avec des points d'interrogation partout et je ne dis rien et on continue. Et après, j'affiche cette phrase-là, qui est la suivante, et que j'ai interrompue. Et donc, le verbe qu'on a besoin d'élucider, c'est « figure out », parce que là, comme ça, décontextualisé, sans la suite, ils ne peuvent pas l'inférer, donc on élucide ensemble ce que ça veut dire. Et évidemment, je leur demande de compléter la phrase. Alors, ils me disent, je vais vous montrer. J'ai pris en photo le tableau, là, la dernière fois que je l'ai fait. Donc, on dit que « figure out » est « determine ou understand », et ils complètent en disant, voilà ce qu'ils ont dit cette année, « how I can escape »,« who I am »,« where I am »,« how long I've been in bed ». Et alors, c'est dommage que je vous ai spoilé, du coup, parce que vous voyez le petit tic, puisqu'après, quand ils ont lu la suite de la phrase, on a pu identifier que c'était ceux qui avaient dit « who I am » qui avaient raison. Et donc, à cette phase-là, en fait, de l'anticipation, c'est assez rigolo parce qu'ils rentrent en désaccord. La personne, ça c'était cette année, je le fais depuis 3 ans, ça c'était cette année et la personne qui a dit « who I am », les autres lui ont dit « mais tu te racontes n'importe quoi ». Il dit « pourquoi tu veux que les gens se lèvent en se disant « je suis qui ?» Et puis du coup ils ont dit « ah bah si, peut-être que c'est quelqu'un qui perd la mémoire, peut-être que c'est quelqu'un qui est âgé, etc. » Et puis, une fois qu'ils avaient vu ça, je leur ai dit « mais alors, à votre avis, pourquoi ça commence par Day 5994 ?» Et donc,
Ils ont fait plein d'hypothèses encore, qui étaient du coup plus les mêmes maintenant qu'ils savaient ça. Et il y a un futé qui a divisé 5994 par 365 et qui m'a dit, si ça se trouve, c'est le nombre de jours depuis lequel il existe, le narrateur. Et donc il a dit, je suis sûr qu'il a 16 ans. Et les autres lui ont dit, mais pas du tout. S'il existe depuis 5994 jours, il ne pouvait pas écrire quand il était bébé. Donc ils se disent, comment on va faire? Et puis voilà. Et donc en fait, on laisse toutes les hypothèses, en fait, je les garde. Au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du texte, on valide ou invalide ce qui avait été dit avant, et y compris parfois 2 séances plus tard, et on voit qui avait raison. Voilà, c'est un incipit particulièrement surprenant. Je vous recommande la lecture du roman. Faites-vous plaisir, c'est extraordinaire. Tous les gens à qui je le recommande aiment, quel que soit leur âge. Anthony. Voilà. C'est merveilleux, il ne faut pas trop en savoir avant, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et à exploiter en classe, c'est très efficace. Donc, à partir de là, généralement, moi, à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Les élèves, ils sont accrochés et donc ils veulent savoir comment ça se fait que ceci se passe. D'accord. Ça donne quoi, du coup, pour le moment? Il se trouve que donc j'ai commencé cette semaine, en fait, cette séquence. Et j'ai commencé par dire aux élèves, on va faire ce que vous croyez ne pas aimer faire. On va lire. Et donc, bien sûr, j'ai eu les réactions auxquelles je m'attendais. Et c'est vrai qu'après avoir... alors moi, j'avais flouté le reste, en fait. Et j'avais fait à peu près pareil. Malheureusement, j'ai pas pensé à enlever la suite de la phrase. Et c'est vrai que tous ceux qui s'étaient écriés, ah non, on va pas lire, oh non, c'est pas possible, ah non, monsieur, autre chose, mais tout, mais pas ça. Et finalement, quand on a commencé à comprendre de quoi ça parlait, mais vraiment, on commençait à peine à deviner un tout petit peu de quoi ça allait parler. Et c'est vrai qu'ils ont tous accroché. Tous. Alors, je ne pourrais pas vous dire que tout le monde a réagi en anglais, que tout le monde a... Mais vraiment, ça a suscité vraiment beaucoup d'intérêt chez les élèves. Okay. Voilà. Cool. Et du coup, tu vas leur faire un travail d'écriture? Oui, je vais suivre la méthode E4English. Donc voilà, donc l'envie, etc. Et puis après, vous verrez quand vous l'aurez lu que les tâches d'écriture, elles vous viennent comme ça. L'autre chose, c'est les aider à développer des stratégies transférables. Ça, c'est vraiment indispensable. On va en parler toute la journée, mais connaître des mots, connaître le sens de certains mots lexicaux, c'est pas transférable. C'est transférable que si, par chance, les mots se trouvent dans l'autre texte. Développer des stratégies de compréhension, ça l'est. Et c'est ça, du coup, qui est rassurant. Et les élèves, ils pensent toujours qu'ils ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas le lexique, alors que finalement, c'est en dépit du lexique qu'ils peuvent comprendre, et c'est ça qu'il faut leur permettre de saisir. Donc, on a des pages qui s'appellent How to dans E4English, qui sont en fait, à l'intérieur de chaque chapitre, portent sur un document du chapitre, et qui permettent d'amorcer en fait la réflexion sur les stratégies et d'accès au sens. On a d'autres pages pour faire la même chose, mais qui se trouvent à la fin du manuel et qui, elles, sont décontextualisées. L'intérêt étant que, du coup, vous pouvez les exploiter quand vous voulez, indépendamment de votre progression. Celles-ci, elles sont en prise directe avec le chapitre. Et là, en fait, on veut leur montrer comment un article de presse est structuré. Donc, c'est un article du Telegraph. On a évidemment pris un petit extrait, c'est dans E4English 6e. On a pris un extrait et on a fait 2 coupes. En dehors de ça, on n'a pas altéré évidemment les mots. Et on veut leur montrer que dans un article de presse, entre le titre, l'image qui accompagne souvent et le corps du texte, on va trouver des liens qui vont permettre de faire du sens. Donc nous, dans cette page-là, on amorce ce travail en leur montrant certains liens avec
couleur, par exemple, la ressemblance de certains mots avec le français, mais sauf que Royal Chef, forcément, il pourrait avoir envie de penser qu'il s'agit de la reine. D'accord ? Donc, on va alors les inviter à être prudents et à toujours vérifier les premières hypothèses qu'ils pourraient faire. Mais en fait, la compréhension de l'écrit, comme je dis à mes élèves, moi j'adore ça, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est comme une chasse au trésor. C'est vraiment trouver pourquoi, quel mot, pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça se dit de cette manière-là. Ce que je voulais dire, oui. Et l'autre chose qui peut servir en fait avec les pages how-to, comme on ne fait pas tout à la place de l'élève, on amorce et ensuite on leur dit à vous de continuer. Là, on a matérialisé certains éléments et eux, ils doivent continuer. Mais ça peut servir du coup en différenciation pédagogique. Si des élèves, je pense qu'il est judicieux de leur faire quand même lire le document une première fois et vous aurez fait une anticipation, donc ils ne vont pas arriver tout seuls devant le texte. Mais c'est pas mal qu'ils essayent avec le texte vierge. Mais ensuite, si vraiment, ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas, vous pouvez les renvoyer vers la page How-to, où se trouve, du coup, alors c'est pas comme ça dans tous les chapitres, mais ici, en l'occurrence, il y a déjà une amorce d'aide qui va pouvoir leur permettre de s'atteler à faire la chose. Et vous voyez bien que l'idée, ça n'est pas justement de leur donner du lexique. On met de rares notes de bas de texte quand vraiment, on sait que l'élève ne peut pas inférer. S'il ne peut pas, on ne va pas lui dire « tu te débrouilles ». Donc on en met de temps en temps. Mais quand on sait qu'il peut inférer, on n'en met pas pour qu'il développe des stratégies. Donc là, ça peut l'aider. Et on va vous montrer d'ailleurs rapidement l'évaluation qui correspond au texte de ce chapitre. On essaye donc on a un appareil évaluatif assez conséquent. On vous propose des évaluations dans toutes les compétences, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à chaque fois. Et là, en fait, l'avantage, encore une fois, d'un texte authentique, c'est qu'il trouve un écho à plein d'autres égards. Il doit y avoir des dizaines d'articles sur ce que les personnes célèbres mangent, parce que bon, c'est fascinant dans une certaine mesure. Et donc, voilà, en évaluation, ils ont ce texte du Guardian qui parle des habitudes alimentaires, des préférences alimentaires d'Adèle. Donc là, c'est pareil, c'est assez motivant. Quand on arrive à faire en sorte qu'en évaluation, ils arrivent et qu'ils disent « Oh, waouh, c'est Adèle !» C'est chouette, parce que c'est quand même à l'origine pas très fun, l'évaluation. Donc, voilà, donc là, on a cette possibilité. Et voilà. Et puis... Maintenant, je vais vous montrer le type d'aide qu'on peut apporter en compréhension de l'écrit. Là, vous avez beaucoup demandé des pistes sur la différenciation pédagogique, donc on va en parler toute la journée. Évidemment, c'est compliqué. En même temps, c'est ça qui fait l'intérêt de notre travail. Je dirais qu'en compréhension de l'écrit, c'est plus facile qu'en compréhension de l'oral. On en parlera cet après-midi. Ce que vous pouvez faire souvent, quand même, qui fonctionne bien, c'est... leur donner, alors faire une anticipation, on va en parler après à nouveau, leur donner le texte tel quel, les laisser se débrouiller, tâtonner, se questionner, essayer. Et puis après, vous pouvez avoir un premier niveau d'aide. Vous pouvez fournir une aide aux élèves qui consiste à mettre en exergue les points d'appui ou faire ressortir la structure interne du texte. Des fois, ce qui les gêne, c'est la peur, c'est plus la peur d'ailleurs que l'absolue certitude de ne pas comprendre. Et donc, pour eux, c'est un flot de mots et il faut faire du tri là-dedans. Des fois, juste les aider pour le tri, ça va leur permettre de comprendre. Et donc là, par exemple, dans le workbook, on a remis le texte que vous voyez ici, vierge de toute annotation, qui est un extrait de The Perks of Being a Wallflower, dont d'ailleurs on va parler juste après. Un roman d'apprentissage, très très beau aussi. Là, on a mis en exergue les éléments les plus simples, en fait. En gras, on a mis... les élèves pourraient comprendre à peu près ce qui se passe s'ils ne regardaient que ce qu'il y a en gras. D'accord ? Et puis, on leur a aussi fait ressortir la structure interne en leur montrant que c'est relativement simple. À chaque fois, on a une question, une réponse, une question, une réponse. D'accord ? Donc ça devrait déjà les aider. Et puis après, je dirais qu'on peut faire plus encore. Et je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps, de mettre en appui, en exergue les points d'appui et de faire ressortir... Oui. Alors, de manière générale, je trouve que la grande hétérogénéité de nos classes pose problème.
et on aimerait apporter des solutions. Je trouve ça très intéressant justement de faire ressortir des éléments pour aider au niveau de la structure interne, au niveau du noyau de chaque phrase. Le problème est souvent que ces supports ne sont pas déjà prêts à l'emploi. Et le temps qu'on perd à adapter chaque document à 3 niveaux, ça prend énormément de temps. Il faudrait pouvoir avoir justement un système avec les élèves qui se sentent en difficulté de se manifester et demander une première aide. Et ceux qui n'arrivent quand même pas, d'avoir un niveau au-dessus. Dans ma classe de 3e notamment, j'ai des élèves d'Ulysse, j'ai un élève illettré, j'ai des élèves faibles, moyens, forts et excellents. Gérer ça avec un même support est très très compliqué. Et d'avoir la possibilité justement d'avoir un même support, mais avec des outils plus ou moins... qui simplifient plus ou moins la démarche. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup au quotidien. Là, tu parles de E4English ? Parce que moi, je vous parle en général en compréhension de l'écrit. Hein. Oui. Mais pour ce qui est de la collection, nous, tu te doutes bien qu'on ne peut pas mettre chaque texte qu'il y a dans le manuel par 3 exemplaires. Voilà. Mais par contre, ce principe-là qu'on fait figurer de temps en temps, on l'explique dans le guide pédagogique. Et dans le guide pédagogique, chaque texte, chaque document est analysé. Tu trouveras les points d'appui et les obstacles. Et donc, en fait, si tu le souhaites, juste à lire cette analyse et faire ce travail-là, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai mis les points d'appui. Donc, toi, tu peux les surligner dans le texte pour l'élève. Les obstacles, tu lui dis éventuellement de ne pas s'en occuper pour l'instant, ou tu fais, comme ce que j'allais montrer après, des liens entre les éléments, si besoin est, pour les aider à faire du sens. Mais c'est vraiment faisable. Par contre, je ne pense pas qu'il faille faire 3 typologies, 3 niveaux d'aide. C'est trop chronophage. Il ne s'agit pas que ça prenne trop de temps, la différenciation pédagogique. Donc pour moi, si tu prends ton texte de départ et comme ça, si tu décides de surligner pour l'élève, parce que lui, admettons, il est complètement perdu, il ne veut même pas regarder, tu surlignes à sa place tout ce qui est abordable. I'm Charlie, and I'm Patrick, and this is Sam. Hey Charlie, they ask me questions. How old are you? 15. What do you want to do? Grow up? I don't know. Favorite band? The Smiths, Love Their Song. Tu vas mettre en exergue ce qui est le plus simple ou le plus abordable en disant à l'élève, concentre-toi là-dessus. Du coup, ce n'est pas très long à faire. Il faut juste analyser le support. Alors, parce que plus tu maîtrises ton support et plus ça va être possible de faire ça. Donc, si besoin est, l'analyse, elle est dans le guide pédagogique. Oui, l'analyse en elle-même ne pose pas de problème. Ce que ça oblige de faire, c'est de passer par l'enseignant. Et c'est vrai d'avoir des outils où les élèves peuvent finalement, avec une certaine autonomie, décider s'ils sont en difficulté ou pas, s'ils vont aller plus loin tout seuls ou s'ils ont besoin du support. C'est exactement ça. Oui. Tu prépares ton exemplaire avec des aides, tu le gardes sur le côté. Et l'élève qui te dit « j'ai besoin d'aide », tu lui donnes la feuille. Mais il faut que ça passe aussi par nous. On est quand même là pour les aider, tu vois. S'il se passe de nous, d'abord, on n'a plus de job. Et puis, il faut qu'ils voient qu'on est capable de prendre en considération leurs besoins et d'y apporter une réponse tangible. Donc, tu vois, ça prend vraiment pas longtemps de faire ce que je viens de dire. Tu te prépares des feuilles et puis tu donnes à ceux qui en ont besoin. Je pense, hein. Non ? Ça vous paraît chronophage ? Là, comme ça. Et justement, il ne faut pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué, d'accord ? Parce qu'on est obligé de prendre en considération la différenciation, les différences, pas forcément juste de niveau, mais la différenciation pédagogique, on est d'accord, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils aient des niveaux différents dans chaque compétence, mais c'est aussi le fait qu'ils puissent avoir des stratégies qui ne sont pas les mêmes que les autres, ou que celles que nous, on avait anticipées, mais peu importe quelles sont leurs stratégies, le but, c'est que, s'ils arrivent au même but que tout le monde, pas de problème. Donc, c'est prendre ça en considération. Ça veut dire que pour nous, forcément, c'est plus angoissant, entre guillemets. Il faut accepter de lâcher prise par rapport à ce qu'on aurait envie de faire, qui serait un peu dirigiste, et laisser les élèves et répondre aux besoins. Donc, je suis d'accord que ce n'est pas simple. Mais je pense qu'en faisant ça, déjà, ça doit aider.
Une autre stratégie très simple consiste à leur demander, à les inviter à noircir ce qu'ils ne comprennent pas. Si déjà, ils enlèvent tout ce qu'ils ne comprennent pas, alors peut-être que tu peux avoir un paquet de feuilles à côté, enfin, le texte imprimé pour qu'ils puissent écrire dessus. Ils sont dans le workbook aussi. Hein, et les élèves vont retirer ce qu'ils ne comprennent pas. Ça va déjà les aider parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à ignorer, à laisser de côté ce qui est difficile pour eux. Il y a quand même des élèves qui vont barrer des choses qu'ils comprendraient parce qu'ils ont l'impression de rien comprendre. Donc on peut les aider là aussi en leur disant, en allant voir quand ils sont en train de travailler, on va aller voir ceux qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement en disant, mais là, tu as barré tel mot, mais pourtant, regarde, si tu regardes tel mot avant, ou l'ensemble de la phrase, tu peux comprendre le sens. Donc tu dis, appuie-toi sur ça, et je reviens dans 2 minutes. Il y a quand même l'envie aussi d'essayer de se dépasser un petit peu. Et puis, la certitude que nous, le prof, on sait qu'ils vont pouvoir comprendre est quand même très rassurant aussi. Mais je pense que c'est bien que ça passe par nous, justement. Je pense que s'il y a un moment d'épiphanie, on le saisit. Et je crois que n'importe qui dirait la même chose. Si les élèves, il y a une vraie appétence, qu'il y a quelque chose qui se passe, on va évidemment conserver ça. Il ne faut pas oublier que dans 1 heure, effectivement, on essaye de varier les activités, mais par exemple, il serait souhaitable qu'en quittant la salle de cours, ils aient appris quelque chose, bon, déjà, et puis il serait souhaitable d'avoir réussi à réfléchir avec eux, de quelque manière que ce soit, à n'importe quelle dimension de notre discipline. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être de la conceptualisation de la langue. Ça peut être tout à fait, justement, les stratégies d'accès au sens. Alors, à la fin, tu gardes 5 minutes en disant « Ok, donc maintenant je vous arrête. » Donc ici, ils sont frustrés, tant mieux. Et tu leur dis qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, en fait ? Quelle stratégie vous avez acquise pour lire aujourd'hui ? Alors, ils n'auront pas tous exactement les mêmes, mais on va voir qu'il y a des choses... là, ils pourraient tout à fait dire on a vu que... ça va paraître basique, ce que je vais dire, mais on a vu qu'on peut s'appuyer sur la ponctuation pour comprendre la structure d'un texte, qu'on peut s'appuyer sur, évidemment, les mots connus ou sur certains indices. Et quand on a une alternance de questions-réponses, c'est super intéressant parce qu'on peut s'appuyer sur la question pour comprendre la réponse et parfois sur la réponse pour comprendre la question. Donc, c'est une grande aide. Toutes ces choses-là. Si ça, tu vois, une fois que vous aurez fait l'activité de lecture, vous en aurez parlé. Donc cette synthèse, elle est incroyablement importante et ton cours, il aura été performant, je pense. Sur le temps de lecture des élèves, je pense qu'il faut faire un petit peu comme les professeurs des écoles, c'est-à-dire avoir en tête cette différence, la différence de capacité ou la différence de rapidité d'exécution. Et du coup, ça dépend beaucoup de la tâche qu'ils ont à accomplir. Si tu leur dis « lisez pour me dire ce que vous avez compris », c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir compris en 2 minutes et d'autres pour qui ça va être fastidieux. Mais si ils lisent pour faire autre chose, alors ceux qui lisent rapidement, si tu leur as dit « lisez ça », et imaginez comment vous mettriez, je dis n'importe quoi, en scène cette scène, comment on pourrait la jouer, ou alors vous imaginez à quoi ressemble Charlie, ou quelle est la vie de Charlie. Ça veut dire qu'il faut passer un tout petit peu à l'implicite, donc s'ils ont déjà compris l'explicite, c'est pas mal aussi. Et puis, ou alors, tout de suite passer à une tâche plus ou moins d'écriture en leur disant imaginez d'autres questions et imaginez les réponses qu'ils pourraient faire. N'importe quoi, entre guillemets, qui va les tenir occupés, qui va les aider à aller un peu plus loin dans la compréhension du texte, parce qu'on ne va pas juste les occuper, mais les aider à faire quelque chose de plus, qui va permettre aux élèves qui vont moins vite d'aller à leur rythme. Et eux, ils n'auront pas forcément besoin de faire l'activité que tu vas proposer, ou alors ils pourront la faire plus tard. Voilà. Et après, tu as la possibilité, bien évidemment, de prévoir un autre extrait de texte si tu as envie, et de leur dire si vraiment, vraiment vous avez compris, vous m'expliquez ce que vous avez compris, et si c'est ça, je vous donne un autre extrait si vous en avez envie. Tu vois. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Cette configuration pourrait marcher en îlot, si on est en îlot, parce que je suis sur certaines de mes classes et pas sur d'autres. Est-ce que ça changerait quelque chose ?
Je crois pas. En fait, ça dépend comment vous envisagez l'ILO. C'est-à-dire si vous appelez ce que vous a bonifié, d'accord. Non, je crois pas. En fait, on pourrait tout à fait... je ne sais pas, ça dépend de comment vous y prenez dans votre pratique quotidienne, mais vous pourriez tout à fait leur donner soit le même texte avec la même chose à accomplir et vous voyez qui l'a accompli. Je ne sais pas si vous marchez à la rapidité ou... D'accord. Donc, non, tout à fait. Ils pourraient... Ce qui compte, c'est la chose qu'ils vont avoir à faire. La tâche que vous allez leur donner à accomplir à partir du texte qu'ils ont. Et donc, après, la mise en commun de ce que chaque groupe a compris, elle peut prendre la forme d'une sorte de restitution. Donc, en gros, on peut les challenger un petit peu en leur disant... vous lisez le texte ou une fois qu'ils ont fait la phase de compréhension, tu peux leur dire maintenant, vous avez 1 minute pour mémoriser le maximum de choses sur Charlie, d'accord, donc ils sont en îlot, et après tu leur dis cachez vos textes, what do you remember? Et du coup, tout ce qui est explicite dans le texte va ressortir, donc ils vont devoir te dire quel âge il a, ce qu'il écoute, ce qu'il aime, etc. Et puis ensuite, tu peux leur poser des questions en plus sur les autres personnages. Et puis ensuite, vous pouvez revenir collectivement sur le texte et voir ce qui relève davantage de l'implicite, c'est-à-dire le fait qu'il n'est jamais vraiment sûr de quoi que ce soit. Il dit « I don't know just yet, I'm really not sure ». Si jamais tu sens que les élèves peuvent aller vers un petit peu d'implicite et un petit peu de caractérisation, on les emmène. D'accord. Ça répond à ta question ou pas? D'accord. Alors, on va Ah non, oui, c'était juste une dernière chose. C'était la tâche, le texte qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, une tâche de lecture, c'est-à-dire pas d'écriture, ils n'ont pas vraiment à produire, mais une tâche de lecture qui peut être relativement motivante, c'est d'imaginer que leur dire, voilà, vous allez prendre connaissance des préférences alimentaires de la reine et vous allez écrire un menu qui serait parfait pour un de ces repas. Ça veut dire qu'ils vont prélever dans le texte, ils vont devoir identifier ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, et choisir le menu, et en fonction choisir le repas, et en fonction du repas choisi, du coup, prélever à l'intérieur les aliments qui correspondent au petit-déj ou au déjeuner, etc. C'est tout bête, mais en fait, ça leur donne quelque chose à faire de concret qui n'est pas qu'est-ce que vous comprenez, ligne 2, qu'est-ce qu'elle mange, pourquoi elle mange, à quel moment, etc. D'accord. Donc ça veut dire que nous, on peut, ce que je dis tout le temps, se reposer, puisqu'on est quand même, on travaille beaucoup en amont, beaucoup en aval, donc en classe, c'est à eux de faire. Donc effectivement, on va leur confier une tâche, et puis du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, parce qu'après, quand on va leur dire au petit déjeuner, vont dire je lui ai donné des cornflakes ou des Special K, et on va leur dire pourquoi, et donc il va dire because she likes it, et vous allez dire where did you see that, et donc ils vont dire là for breakfast she likes cornflakes, et du coup on va partir du point d'arrivée qui est l'objectif de lecture pour remonter vers les stratégies mobilisées par les élèves.